Vous êtes sur Gay l'Afrique et vous avez raison, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal des 19h. À la une, de violents affrontements opposent les rebelles du M23 au groupe armé Wazalendo dans la chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru au nord Kivu. Le combat particulièrement intense se concentre dans le village de Bimfura et Kanyati, groupement de Bukombo, depuis le début de la journée. Un reportage à suivre au début de ces journaux. Toujours à la une, le dialogue entre le groupe armé opérant en territoire d'Aru a débuté dans la zone. Cette deuxième édition voit la participation de chefs coutumiers et des leaders communautaires et de membres de la société civile. On sera sur place dans ce journal. Des violents affrontements ont éclaté entre le rebelle de l'AFC M23 et les Wazalendo de la coalition de Mouvement pour le Changement CMC en sigle à Kashunga, territoire de Massissi, et à Kalembe Kalonge, limite entre Walikale et Massissi. Selon les sources locales, le Wazalendo a lancé des attaques simultanées pour tenter de déloger les rebelles du M23 qui occupent ces zones depuis plusieurs mois. Mesdames et messieurs, bienvenue au développement de ces titres. Comme annoncé dans le sommaire, de violents affrontements opposent le rebelle du M23 au groupe armé Wazalendo dans la chefferie de Bwito, territoire des Rutshuru au nord Kivu. Les combats particulièrement intenses se concentrent dans le village de Bimfura et Kanyati, groupement de Bukombo, depuis le début de la journée. La situation sécuritaire reste très préoccupante. Suivez ces reportages de David Bitwaiki. La chefferie de Bwito, dans les territoires de Rutshuru, reste le théâtre des violents affrontements depuis le mardi 24 juin, exacerbant une crise sécuritaire déjà alarmante. Les rebelles du M23 et les groupes armés Wazalendo CMC de Dominique Ndaruute s'affrontent sans relâche, sémant la terreur parmi les civils. Dès l'aube, les villages de Bifura et Kanyati, situés dans le groupement de Bukombo, ont été pris sous un déluge de feu. Des tirs d'armes lourdes et légères, entendus dès 6 heures du matin, ont déclenché une panique généralisée. Des milliers d'habitants terrifiés ont fui leur foyer pour se réfugier à Machango et Mweso dans les territoires voisins de Massissi. Cette escalade des violences s'inscrit dans un contexte de combats persistants depuis plusieurs semaines. Les groupements de Bambo, Tongo et Kiondo sont également les théâtres de heurts meurtriers, témoignant d'une extension du conflit. Sur les terrains, les deux camps, les rebelles AFC M23 et les Wazalendo, semblent se préparer à une confrontation durable, renforçant leurs positions respectives. Le bilan humain et matériel ne cesse de s'alourdir, dressant un tableau désolant. Des dizaines de civils ont déjà perdu la vie, tandis que d'autres sont blessés. Des centaines de maisons ont été réduites en cendres, laissant derrière elles des familles entières sans abri. Les structures de santé, essentielles à la survie des populations, n'ont pas été épargnées, certaines ayant été endommagées par des engins explosifs. L'accès aux champs et aux autres sources de revenus est désormais impossible, plongeant la région dans une insécurité alimentaire encore plus préoccupante. Dans le même chapitre, le calme est revenu vers 9h du matin dans la localité de Muzingiko, groupement de Chishunga, territoire de Kabare au site Kivu. Des affrontements armés avaient éclaté dès l'aube entre les résistants Wazalendo et les rebelles du M23. Plus de détails à suivre dans ces reportages de Boniface. Un calme relatif est revenu à Musigiko dans les groupements de Chirunga, territoire de Kabare au site Kivu, après des violents affrontements armés qui ont opposé les groupes d'autodéfense Wazalendo aux rebelles du M23. Dès l'aube, des échanges de tirs nourris ont plongé les habitants de Musigiko et une partie du quartier de Bagira Bukavu dans la panique. Le crépitement d'armes automatiques et les détonations d'armes lourdes ont sémé la psychose, perturbant considérablement les activités scolaires et économiques, en particulier dans les zones les plus proches de la ligne de front. Selon des sources de la société civile, l'offensive aurait été lancée par les Wazalendo qui cherchent à reprendre les contrôles de Musigiko, actuellement sous la prise du M23. Les rebelles ont riposté avec force, recevant ensuite des renforts qui leur ont permis de repousser temporairement l'attaque.
La position stratégique des Musigiko à proximité des sites clés de la région explique l'intensité des combats, notamment la maison royale d'Ibushi dont l'occupation par les éléments du M23 est vivement contestée par les Wazalendo depuis plusieurs jours est un point de tension majeur. Ces affrontements s'inscrivent dans une série d'accrochages récurrents qui secouent les territoires des Kabaré depuis la semaine dernière, exacerbant l'instabilité de la région. Le monde a commémoré la journée internationale de lutte contre la violence sexuelle en temps de conflit. Une journée cruciale initiée par les Nations Unies pour briser les silences et lutter contre l'impunité face à ces crimes odieux. Cette année, l'attention se porte particulièrement sur la République démocratique du Congo et notamment le Nord Kivu où les conflits armés exacerbent la violence sexuelle à l'encontre de la population civile. Reportage. Jeudi 19 juin, la journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps de conflit résonne particulièrement fort en République démocratique du Congo et notamment au Nord Kivu, région déchirée par des conflits armés. Cette initiative des Nations Unies visant à briser le silence et l'impunité entourant ces fléaux met en lumière une réalité brutale. À Beni, Jean-Claude Fundi, membre du bureau de conduite et discipline CDT de la MONUSCO, a souligné l'engagement de l'organisation onusienne dans la prévention et la lutte contre les abus et exploitation sexuelle, y compris au sein de ses propres rangs. Face à l'ampleur du problème, la MONUSCO ne se limite pas à la sensibilisation. Signalement facilité, protection de survivants et sanctions disciplinaires sévères à l'encontre de tout membre du personnel impliqué dans des comportements inappropriés. Notre priorité absolue est la protection de communautés hôtes. Nous devons garantir que les standards éthiques des Nations Unies soient respectés en tout lieu et à tout moment, a déclaré Jean-Claude Fundi, insistant sur la nécessité d'une tolérance zéro. Pour atteindre cet objectif, le bureau CDT de la MONUSCO multiplie les initiatives. Séances d'information communautaire, installation de boîtes des plantes sécurisées et maintien d'une ligne verte permettant un signalement anonyme. De mesures cruciales pour encourager les victimes à briser le silence et pour garantir que justice soit faite. Les dialogues entre le groupe armé opérant au territoire d'Aru a débuté le lundi 23 juin 2025. Cette deuxième édition voit la participation de chefs coutumiers, des leaders communautaires et de membres de la société civile. Le lancement a été effectué par le commandant de la 32e région militaire au nom du gouverneur de Provence. Reportage de Ruth Mango. Ils viennent de tout le coin et recoin de la province, ces fils et filles des Lituri, afin de discuter et diagnostiquer sur les causes profondes de violence, des recrudescences de conflits armés et l'application sur terrain du protocole d'accord assorti des pourparlers d'Aru tenus entre mai et juin 2023. Il s'agit des 6 groupes armés, notamment FPIC, FRPI, Codeco, Chinyatuna, MAPI et Autodéfense. Les chefs coutumiers, leaders communautaires, sociétés civiles et autres participants qui ont répondu présents à ces assises qui s'avèrent salvatrices pour le destin de cette province de la partie nord-est de la RDC. Grâce à ces discussions, les Ituriens peuvent réécrire leur histoire, a laissé entendre le coordonnateur provincial du PDDRCS Ituri. PDDS avec ses partenaires stratégiques, on va accompagner la communauté. Inutile de continuer avec la violence. La sincérité et la franchise de participants au cours de ce dialogue afin d'aboutir à des issues fructueuses, souhait du chef du bureau de la MONUSCO Ituri. Ce dialogue a comme objectif de consolider les acquis du processus de paix en cours, et ceci pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale entre les communautés. C'est au nom du gouverneur et commandant des opérations militaires, le lieutenant-général Boyanka Chamadjoni, que le commandant de 32e région militaire a lancé ses assises. Le dialogue est la meilleure voie de sortie pour une paix durable et une cohabitation pacifique entre toutes les communautés de Ituri. Je vous fais confiance parce que je sais qu'aujourd'hui, nous allons enterrer la honte que nous avons amenée nous-mêmes dans notre province. Au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le lieutenant-général Boyanka Chamadjoni, je déclare ouvertes les activités prévues au cours de ces assises. Cette rencontre, s'inscrivant dans le cadre de l'approche non militaire, constitue une fois de plus la main tendue du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo aux groupes armés en Ituri afin d'arriver à une paix définitive.
Un mois après son retour en République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila a quitté Goma, Nord Kivu pour la première fois. Il s'est rendu à Bukavu, capitale du Sud Kivu, une zone également sous contrôle du groupe politico-militaire AFC M23. JC Mugisho nous en dit plus dans ce reportage. Un mois après son retour à la République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila a effectué son premier déplacement hors de Goma, capitale du Nord Kivu, pour se rendre à Bukavu, capitale du Sud Kivu. Cette ville, située à l'autre côté du lac Kivu, revêt une importance particulière dans le contexte actuel, bien que le texte original indique que le sous le contrôle du groupe politico-militaire AFC M23, ce qui est inexact. Bukavu n'est pas sous le contrôle de l'AFC M23. Ce déplacement, loin d'être une évidence, avait suscité des doutes parmi les analystes, principalement à raison de préoccupations sécuritaires. La ville porte encore les stigmates des explosions meurtrières du 27 février 2025, survenues peu après un meeting de Corneille Nangaa, coordonnateur de l'AFC M23. Joseph Kabila a visiblement pris toutes les précautions nécessaires. Les 2 jours précédant son voyage ont été consacrés à la mise en place d'un important dispositif de sécurité. Il est finalement arrivé à Bukavu par voie lacustre, selon plusieurs sources. Contrairement à son séjour à Goma, sa présence à Bukavu devait être de courte durée. Son programme prévoit une série de consultations avec des représentants de la société civile, des leaders religieux, des chefs coutumiers, des acteurs économiques et des universitaires. L'agenda est encore en cours de finalisation. Pourquoi Bukavu? Pour son entourage, le Sud Kivu est une province emblématique des tensions communautaires qui minent l'est du pays. Cette visite n'est qu'une étape. Joseph Kabila prévoit d'autres déplacements dans différentes villes et localités de Kivu. À travers ces initiatives, Joseph Kabila cherche à souligner que la crise dans l'est de la RDC est avant tout une crise congolaise, une affaire interne. Il refuse de réduire le conflit en un simple affrontement avec Kigali. Sans condamner directement le Rwanda ni l'AFC M23, il concentre ses critiques sur le gouvernement de Félix Tshisekedi, qu'il accuse des dérives autoritaires. Sur la scène nationale et internationale, l'ancien président ambitionne de se positionner comme un rassembleur, capable d'unir les forces politiques, l'opposition non armée et même l'opposition armée. Un objectif majeur est d'empêcher ou de retarder la signature de l'accord minier entre Kinshasa et Washington, prévu le 27 juin prochain. Selon lui, cet accord accorderait aux États-Unis un accès privilégié aux minerais stratégiques de la RDC en échange d'un soutien politique au gouvernement de Tshisekedi. Sa stratégie repose sur la mobilisation de la région, mais aussi des partenaires occidentaux, afin de dénoncer ce qu'il considère comme le véritable fléau du pays. Corruption, violation des droits de l'homme, arrestations ciblées et mauvaise gouvernance. Du côté de Kinshasa, l'exécutif congolais affiche une sérénité apparente. Il mise sur une diplomatie directe avec l'administration Trump et s'est dit convaincu que la signature de l'accord se déroulera comme prévu, sans être perturbée par les agitations de Kabila. Rappelons que, le 22 mai dernier, le Sénat a voté la levée de l'immunité de l'ancien chef de l'État. Il est accusé par la justice militaire de complicité avec l'AFC M23, groupe qui a pris le contrôle de plusieurs zones dans l'est du pays. Poursuivons ce journal avec cette brève information. De violents affrontements ont éclaté entre le rebelle de l'AFC M23 et le Wazalendo de la coalition de mouvements pour le changement à Kachunga, territoire de Massissi, et à Kalembe Kalonge, limite entre Walikale et Massissi. Selon des sources locales, le Wazalendo ont lancé des attaques simultanées pour tenter de déloger le rebelle du M23 qui occupait ces zones depuis plusieurs mois. Des tirs d'armes lourdes et légères ont été entendus pendant 2 heures, sémant la panique parmi la population. Un calme précaire règne ce mercredi sur les lignes de front. Le bilan de combat reste inconnu. Le Wazalendo se sont retirés, laissant le rebelle du M23 maintenir leur contrôle sur les zones concernées.
La Commission nationale de contrôle d'armes légères et de petit calibre met en garde la population de Walikale au Nord Kivu face à la présence des restes des explosifs de guerre. Ces dangers sont une conséquence des récents affrontements entre l'armée et les rebelles de l'AFC M23 qui ont eu lieu entre mars et avril. La CNC-ALPC appelle à la plus grande prudence. Suivez ces reportages de Youssoufou Kibingila. La Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres, CNC-ALCP, lance un appel à la prudence à la population de Walikale dans la province du Nord Kivu en raison de la présence des restes explosifs de guerre. Les enjeux dangereux proviennent de récents affrontements entre l'armée congolaise et les rebelles de l'AFC M23 qui ont eu lieu entre mars et avril. Cet appel a été lancé ce mardi 24 juin 2025 par le chef des postes principal de la CNC-ALCP dans les territoires de Walikale, Clément Kubuya, suite à un incident survenu dans le quartier Kangambili à Walikale Centre. Une grenade a explosé blessant un enfant. Selon M. Kubuya, l'enfant a trouvé l'objet et l'a rapporté chez lui à l'absence de ses parents. Pensant qu'il s'agissait d'un simple objet, il a jeté au feu. Seul à la maison, il est sorti pour appeler ses camarades et au moment où il a atteint la porte, la grenade a explosé, le blessant. La victime a été rapidement transportée à l'hôpital général de référence de Walikale par des voisins alertés par l'explosion. Les sources médicales indiquent que ces jours ne sont pas en danger. Le chef des postes principal de la CNC-ALCP insiste sur le fait que des engins non explosés sont toujours présents dans la région de Walikale. Il exhorte les parents à redoubler de vigilance et à surveiller les activités de leurs enfants, ainsi que les lieux où ils jouent, en fait d'éviter qu'ils ne rapportent des objets dangereux qui pourraient mettre en péril toute la famille. Un Walikale sans engin explosif est encore possible, affirme Clément Kubuya. Il encourage la population à signaler immédiatement à son service la découverte de tout reste explosif, que ce soit dans les habitations ou dans les champs. Et c'est par là que nous mettons un point à cette édition de journal de 19h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et nous vous disons à très bientôt pour une prochaine édition de Journal sur Gueule Afrique.